Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire agroalimentaire de la rentrée. On va parler aujourd'hui donc du secteur agroalimentaire au Canada. Ce jeudi de l'agro, comme les précédents et comme les prochains que vous pourrez découvrir dans le programme de BCI, on les fait en partenariat avec Produits en Bretagne et la BEA. Donc merci à ces deux structures d'être nos fidèles partenaires sur ces événements les jeudis de l'agro. Ce webinaire donc sur l'agroalimentaire au Canada, c'est une restitution, comme vous avez peut-être pu le voir lorsque vous êtes inscrit sur le site web de BCI, c'est une restitution orale d'une étude Business France commandée par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Notre intervenante principale est Margot. Bonjour Margot, merci encore pour ta disponibilité et le partage de savoir que tu vas nous faire cet après-midi. Bonjour, de rien, ça fait plaisir. Hop. Alors, le webinaire, comme d'habitude, il se veut interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à rebondir sur les propos de Margot ou d'Annie, ma collègue Annie Munier, qui va aussi intervenir en fin de présentation de Margot. Annie nous fera un point réglementaire sur les choses vraiment essentielles à savoir pour les échanges commerciaux avec le Canada en ce qui concerne donc les produits agroalimentaire. Il y a quelques petits changements, quelque chose d'important que vous devez bien avoir en tête avant de vous relancer sur ce marché. Donc, Annie vous en parlera tout à l'heure en deuxième partie de cet exposé. Donc, Margot, notre intervenante, Margot fait partie de Business France, elle est chargée d'études internationales export. Donc, Margot, je vais te laisser la parole pour rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. On va aborder donc les opportunités pour l'offre française au Canada. On fera un focus sur la consommation, les réseaux de distribution, etc. On va aussi voir quelles sont les clés d'entrée sur ce marché canadien. Et puis, comme je l'ai dit à l'instant, nous ferons un petit point réglementaire sur les essentiels et ce point réglementaire sera fait par Annie Munier qui est basée à la CCI de Morlaix. Je vais passer brièvement sur tous les slides là qui présentent BCI. Vous retrouverez de toute façon la présentation pardon, comme d'habitude sur le site de BCI, dans la rubrique BCI Info. Donc, je ne m'attarde pas sur tous ces points. Je vais juste faire un petit focus, si vous le voulez bien, sur cet outil que l'on a lancé il y a un petit peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle Suppliers from Bretagne. C'est un e-catalogue, c'est une e-vitrine que l'on propose aux adhérents de BCI. La cible première de Suppliers from Bretagne, ce sont les acheteurs étrangers, les investisseurs étrangers. Si vous êtes adhérent, c'est totalement gratuit d'avoir votre profil, vos photos produits, vos descriptifs sur cette plateforme. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez contacter soit Eric, votre chargé d'affaires, soit moi-même pour avoir plus de détails sur la procédure d'inscription et d'enregistrement sur Suppliers from Bretagne. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Margot, je te laisse la parole avec cette première partie. Quelles opportunités pour l'offre française en termes de produits agroalimentaires au Canada? Merci beaucoup Karen. Donc pour revenir un peu en détail sur ce que Karen a déjà introduit, c'est une étude qui a été réalisée, donc qui est sortie en début d'année 2023 et qui a en fait a fait l'objet de 40 entretiens donc à la fin de l'année 2022 avec des opérateurs canadiens, sachant qu'on s'est concentré vraiment sur le Québec et l'Ontario, qui sont donc la destination de plus de 90%, voire 95% des exportations françaises et européennes vers le Canada. Donc, je me suis déplacée dans le pays pendant 3 semaines et l'idée, c'est vraiment de voir un peu le marché canadien, les opportunités, les modes de consommation et de revenir et de faire cette étude qui est mise à disposition donc gratuitement des entreprises françaises, si jamais voilà, vous voulez en savoir un peu plus avant de vous lancer au Canada, ou si vous voulez approfondir un peu vos connaissances sur ce marché. Pour commencer rapidement, vraiment une introduction rapide en la matière. Donc il faut savoir que le Canada, c'est le 2e plus grand pays au monde. On est sur une superficie de près de 10 millions de kilomètres carrés, donc à peu près 18 fois la France, pour une population qui n'est que de 38 millions d'habitants.
Donc c'est un pays c'est très important parce que finalement, en termes de logistique, on se rend compte que c'est un pays qui est très complexe. Il faut compter à peu près, 7 jours de transit en fait entre, Montréal qui est à la côte sur la côte est et Vancouver qui est sur la côte ouest, avec pas grand chose au milieu. Donc finalement, c'est une logistique qui est très coûteuse avec, peu d'économies d'échelle. On a une économie qui performe plutôt bien, qui s'est bien remise, enfin qui a suivi vraiment une tendance, un peu globale, post-Covid, donc qui a plongé en 2020, en 2021, qui s'est repris en 2022, mais qui est pénalisé par une inflation qui, on le verra plus tard, influe quand même les modes de consommation, et impacte légèrement la reprise post-Covid. Sachant que, il faut compter qu'aujourd'hui, on a à peu près 10 du revenu des Canadiens qui est consacré à l'alimentation, donc c'est en légère progression. En France, à titre de comparaison, on est de l'ordre de 12-13 donc voilà, on dépense un peu moins au Canada, mais ça reste un pays où l'alimentation tient quand même une part importante. Hem, Ce que je disais, c'est qu'on s'est concentré, enfin, je me suis concentrée pour cette étude vraiment sur les 2 provinces que sont le Québec et l'Ontario. Sachant que Québec et Ontario, c'est à peu près 60 de la population et 60 du PIB. On a plus d'une dizaine de provinces au Canada, mais finalement, on se rend compte que si on considère, Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique, donc Alberta qui est plutôt au milieu et Colombie-Britannique qui est vraiment tout à l'ouest, on a, près de 90 de la population et de l'économie, avec vraiment des quelques villes majeures, en fait, il y en a pas énormément qui sont, Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Calgary et Vancouver. Sachant que, autre, chose très importante dont on parlera, dont on parlera un peu après et qui est important à avoir en tête, on sait tous qu'au Canada, c'est un pays qui est bilingue. Il y a 2 langues, 30 de la population à peu près parle français, avec une grande majorité de cette population francophone qui est concentrée au Québec et 70 de la population est anglophone, sachant que plus vous allez à l'ouest et plus la population anglophone est élevée et finalement quand on arrive, dans les provinces de l'ouest, en Colombie-Britannique et même avant en Alberta, on a plus de francophones ou alors, très, très rarement quelques Canadiens bilingues. Si tu peux passer, Karen. Merci. Quelques éléments clés très importants à retenir sur le marché canadien. Hem, on a une dépendance aux importations alimentaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc le Canada, c'est le 11e importateur de produits agroalimentaires mondiaux. Hem, c'est donc des importations qui sont majoritairement couvertes par les États-Unis et le Mexique parce que comme on le sait tous, il y a un accord de libre-échange, l'ASEM, donc ancien, NAFTA, avec les États-Unis et le Mexique. Donc aujourd'hui, ils couvrent à peu près 60 des importations, agricoles et agroalimentaires du Canada. L'Europe a quand même une part, très restreinte, par rapport à ces 2 géants, que sont les États-Unis et le Mexique. Mais on voit qu'avec la mise en place justement du CETA ces dernières années, la part de l'Union européenne a un peu progressé, donc on est de l'ordre de +3 en 2-3 ans, quand la part finalement des États-Unis et du Mexique est en léger recul. La France est le 5e exportateur, enfin le 5e fournisseur pardon du Canada, en produits agricoles et agroalimentaires. On est en progression, on est le 2e exportateur européen après l'Italie, mais voilà, on est de l'ordre de 2 de part de marché. C'est un marché qui finalement devient aujourd'hui gagne en importance, notamment pour, tout ce qui va être produits transformés, principalement les fromages, mais aussi tout ce qui est vins et spiritueux. Et finalement, on se rend compte donc la dépendance aux importations alimentaires, en dépit d'une volonté affichée de développer, la production agricole et agroalimentaire dans le pays. Le Canada finalement est vraiment soumis à un climat rude, notamment l'hiver, ce qui empêche une production, agricole toute une partie de l'année parce que finalement il fait trop froid dehors pour avoir une production, agricole constante. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un vrai manque de main-d'œuvre qui pénalise en fait l'industrie agroalimentaire. On a une industrie agroalimentaire qui est pas assez développée et finalement, a un retard vraiment par rapport à l'Europe. Donc cette, dépendance n'est pas prête de s'achever du jour au lendemain. On a un marché saturé, concurrentiel, c'est ce que je disais, bien tenir compte de l'omniprésence des États-Unis et du Mexique. Il faut savoir que depuis vraiment des années et des années, le marché canadien est vraiment dominé par l'offre américaine.
C'est moins vrai au Québec, mais finalement au Québec, c'est que 30 de l'économie. Si on prend le Canada vraiment à l'échelle fédérale, on se rend compte que l'omniprésence des Américains est vraie et qu'on a du mal, à s'imposer. Et sinon, c'est un marché qui est aussi, tourné vers l'Asie par sa côte ouest, qui a les États-Unis en dessous et le Mexique avec un accord de libre-échange, qui a toute l'Europe à l'est. Et on se rend compte que voilà, les produits français, n'ont pas nécessairement d'avantages compétitifs, donc il faut lutter avec le marketing, il faut lutter avec des produits qui affichent un bon rapport qualité-prix et cetera, parce qu'on n'est pas du tout en terrain conquis. Les barrières à l'import dans certains secteurs, on l'évoquera un peu plus rapidement, enfin un peu plus en détail pardon, plus tard. Il faut savoir que certains secteurs, par exemple à la charcuterie, au Québec, parce que là aussi les barrières vont dépendre des provinces. Barrières à l'apport dans certains secteurs, donc au Québec, on a une production locale de charcuterie qui est en plein développement, en pleine expansion, qui copie notamment beaucoup tout ce qu'on fait en France. Et finalement, il y a une volonté quand même dissimulée de promouvoir le local. On a beaucoup d'importateurs qui nous ont fait part de difficultés à faire venir les produits vraiment depuis le Covid qui ont été exacerbées, d'un manque de main-d'œuvre côté inspection sanitaire pardon, québécoise. Et finalement, il faut beaucoup de persistance pour ce marché. Mais une fois qu'on y est, du coup, vu qu'il y a finalement beaucoup de barrières à l'import, une fois qu'on arrive sur le marché, il y a certains secteurs où il n'y a pas tant de concurrence que ça et ça peut valoir le coup de persister. Et alors, autre chose très importante, j'ai évoqué un peu la différence entre les provinces, le Canada anglophone, le Canada francophone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même un marché qui est extrêmement étendu. C'est important de considérer chaque province comme un marché distant. Vous n'allez pas aborder la Colombie-Britannique comme vous allez aborder l'Alberta, vous n'allez pas aborder l'Ontario comme vous allez aborder le Québec. Et aujourd'hui, notamment, quand on se concentre sur l'Ontario et le Québec, on se rend compte que l'Ontario a quand même une forte influence américaine. On a des villes qui reprennent vraiment les codes des grandes villes américaines. On a une offre américaine qui est omniprésente dans les rayons, alors que le Québec, on a une offre qui est beaucoup plus européenne. Montréal qui s'impose en fait un peu comme une capitale européenne en Amérique du Nord. Et les produits européens de spécialité, ils trouvent bien plus facilement leur place. Et notamment, il y a une énorme place pour les produits français de spécialité. Aujourd'hui, vous allez retrouver pratiquement toutes les spécialités régionales françaises. Vous allez vraiment les retrouver à Montréal dans des épiceries fines, dans des acteurs spécialisés. Donc voilà, ce ne sera pas du tout la même manière d'aborder ces deux circuits, sachant que ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, le Québec, on a des consommateurs qui sont vraiment très développés et qui recherchent ces produits de spécialité, mais que c'est un marché qui est très saturé, alors que l'Ontario est un peu plus compliqué à aborder, mais en même temps est en expansion avec des consommateurs qui deviennent un peu plus ouverts aux produits. Et finalement, il y a un peu plus de croissance à aller chercher en Ontario. Si tu peux passer à la slide suivante. Quelques éléments justement sur tout ce qui est consommation et distribution. On a des grandes tendances de consommation qu'on va retrouver un peu partout dans le monde, mais qui vont être exacerbées au Canada. Et ce qui va être notamment très intéressant au Canada, c'est qu'on va avoir une approche provinciale. C'est que les provinces ne vont pas du tout en fait se comporter de manière similaire les unes par rapport aux autres. On a un essor du consommé local. C'est quelque chose qui n'était pas très vrai, qui est quand même relativement, qui a été beaucoup comme dans pas mal de pays dans le monde, mis sur le devant de la scène avec le Covid. Sachant que ce dont on se rend compte, c'est que la production, notamment artisanale, s'est beaucoup développée ces 20 dernières années, en particulier au Québec et en Colombie-Britannique, avec 2 approches différentes. La Colombie-Britannique, ça va être vraiment un peu comme la Californie. Il y a une production agricole qui est là, qui est assez variée, une tradition vraiment de consommer des produits locaux. Alors qu'au Québec, on est beaucoup plus dans la tradition. Et ces 20 dernières années, et encore plus depuis le Covid, en fait, on a vu émerger vraiment un artisanat québécois qui finalement se calque beaucoup sur les produits français. Vous allez trouver de la rosette de Lyon québécoise, vous allez trouver des fromages de spécialité québécoise au lait cru qui vont avoir des couleurs bleu, blanc, rouge, mais qui vont prendre vraiment les codes de fromage français, mais qui vont être des fromages locaux. Vous allez avoir des fromageries, par exemple, qui vont s'appeler la Suisse normande ou autres, qui vont être fabriquées au Québec. Donc c'est un peu complexe et il faut savoir qu'on a des produits québécois qui sont très implantés, qui jouent vraiment sur le terrain des produits français, donc il faut aller les chercher à l'export. C'est moins vrai, par contre, cet essor du consommé local
en Ontario et à Toronto. Et alors, autre élément intéressant, en fait, on se rend compte que le consommer local, c'est aussi une approche provinciale. C'est-à-dire que ça veut dire au Québec, consommer québécois, en Ontario, consommer ontarien, et en Colombie-Britannique, consommer donc, de la province de la Colombie-Britannique. Prise de conscience du Clean Label, aussi appelé donc Étiquette Net au Québec. Comme je l'ai dit, en fait, avant, on avait vraiment une omniprésence des produits américains, sauf que les produits américains, comme on le sait, c'est souvent des produits qui ne sont pas très transparents en termes de nutrition, en termes d'ingrédients. Il y a quand même beaucoup d'additifs, etc. Et finalement, on a une production vraiment industrielle canadienne qui a repris ces codes. Sauf que là aussi, avec le Covid, on a vraiment eu un essor de tout ce qui est produits santé, produits de qualité, des gens qui ont cherché à se faire plaisir et être un petit peu plus regardant sur la qualité, les qualités gustatives et les ingrédients. Et finalement, j'ai eu beaucoup ce son de cloche de bien des importateurs qui m'ont dit qu'en Europe, on n'insistait pas assez sur la qualité de nos ingrédients, parce qu'il faut savoir que le conventionnel français, souvent, va être bien plus qualitatif que, par exemple, le bio québécois ou le bio américain, et que c'est un vrai argument de vente auquel on pense pas forcément, parce qu'en France, c'est vrai que c'est un produit conventionnel qui se fond dans la masse, mais dès qu'on arrive au Québec, c'est un produit qui se positionne vraiment au-dessus en termes de composition. Des consommateurs citadins, aventureux, habitués à un choix plus vaste qu'en Europe. Là aussi, il faut bien avoir conscience que la grande distribution canadienne n'a rien à voir avec la distribution française et plus généralement avec la distribution européenne. Vous avez des supermarchés dans lesquels vous allez avoir, je prends l'exemple d'huile d'olive, par exemple, en Ontario, vous allez à Toronto, vous avez une 60aine de références qui vont vraiment de l'huile d'olive bas de gamme en bidon de 5 litres, à la bouteille de 75 centilitres qui va coûter plus de 30 $. Donc vous allez avoir 60 références qui vont du très très bas de gamme au très haut de gamme. La question, c'est comment se différencier. Donc faut bien avoir en tête que votre produit, il a beau être très bon, il sera au milieu d'une concurrence qui sera énorme et des consommateurs qui s'y connaîtront pas beaucoup. Donc il y a une vraie nécessité d'investir dans la promotion, dans la communication, dans le marketing, dans les dégustations pour que le consommateur se décide en fait à choisir votre produit parmi les dizaines qui lui sont proposées. On a le bio aussi qui se démarque, qui est en croissance malgré l'inflation. C'est un phénomène qui est un peu différent par rapport à ce qui s'est passé en Europe l'an passé. On est, je crois, autour de 138 € à peu près, enfin 138 $ de consommation bio par habitant. En 2022, c'est en hausse par rapport à 2021. On est largement au-dessus en France et on est même au-dessus aux États-Unis, mais la tendance est quand même à la hausse, et ça, c'est un phénomène qui se démarque quand même par rapport aux autres pays européens où on a vu un recul l'an passé avec l'inflation. Et je l'ai évoqué un peu, des différences majeures entre chaque province. Bien tenir compte qu'aujourd'hui, même les Québécois, s'ils veulent vendre un produit en Ontario, ça va être considéré comme de l'export pour eux. Donc finalement, on a très peu d'importateurs grossistes, qui opèrent à l'échelle fédérale. Parfois, ils vont avoir une licence, mais souvent, leur activité va être vraiment concentrée dans une province, que ce soit Ontario, que ce soit Québec, et ils vont avoir des partenariats logistiques, en fait, pour approvisionner les autres provinces. Donc, par exemple, ils vont être basés à 80% au Québec et puis 20% d'activité sur Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, etc. Mais voilà, vous avez très, très peu d'acteurs aujourd'hui qui opèrent vraiment à l'échelle fédérale. Et quand bien même ils ont la licence pour opérer à l'échelle fédérale, ils vont être vraiment basés sur un centre économique. Et donc voilà, souvent on va demander l'exclusivité par province, mais l'exclusivité à l'échelle fédérale sera plus rare, et en tout cas sera plus facile à rejeter pour les entreprises françaises. Si je peux avoir la slide suivante, s'il te plaît. Ah, voilà, la distribution, je l'évoquais un tout petit peu. Alors là aussi, c'est des choses qui sont importantes à savoir. On a une différence vraiment entre chaque province. Donc, selon le marché que vous visez, il faut se renseigner à l'échelle provinciale, parce que les acteurs de la distribution ne sont pas les mêmes. Donc, on va avoir quelques groupes, notamment Loblaw, Sobeys, Metro, qui vont vraiment dominer le marché canadien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont avoir des enseignes différentes. Généralement pour le Canada francophone et pour le Canada anglophone, et parfois même selon les provinces. Donc en Colombie-Britannique, vous aurez des enseignes différentes de l'Alberta, vous aurez des enseignes différentes de l'Ontario, etc. Donc même si ça va être les mêmes groupes, finalement un référencement à l'échelle nationale
à l'échelle fédérale, va être très rare et va être extrêmement cher. On a des frais de référencement qui sont parmi les plus élevés en Amérique du Nord, pardon, voire même parmi les plus élevés au monde. C'est-à-dire qu'on va être de l'ordre de 70 000 dollars, par exemple, pour un référencement chez Loblaw ou Sobeys à l'échelle fédérale. Donc souvent, la vraie recommandation, c'est d'attaquer à l'échelle provinciale parce que c'est quand même beaucoup plus abordable. Vous avez des clubs entrepôts, notamment Costco. Donc ça, c'est comme en Amérique, en fait, ça va être vraiment du volume, mais il y a quand même des produits français qui performent très bien et des magasins spécialisés. Là aussi, à retenir, les magasins spécialisés, il y en a notamment beaucoup au Québec et vous avez des magasins spécialisés qui vont avoir vraiment des produits français de très haute spécialité que vous allez retrouver, mais dans tout le Québec. Donc c'est un système d'approvisionnement qui est un peu différent. Vous allez en avoir beaucoup moins en Ontario, mais ça va être des magasins qui vont être un peu plus grands, donc ça va être aussi quand même intéressant de les aborder. Si tu peux passer à la slide Les suivante, s'il te magasins plaît. spécialisés, Oui, Margot, en termes de gamme de prix, on est du coup plutôt sur du... ça va être de Sur... tout. Ça va être D'accord. vraiment de tout. C'est ça aussi qui c'est un peu on va en parler un petit peu à la fin, mais en termes de logistique, c'est ce que je disais déjà, le Canada, c'est un marché qui est complexe parce que finalement, il y a des centres économiques qui sont assez dispersés. Et en plus, pour le Québec notamment, les magasins spécialisés, enfin les indépendants, occupent vraiment une large part dans la distribution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les indépendants, pour les approvisionner, il faut absolument passer par un importateur. Parce que l'importateur va avoir vraiment son réseau, va savoir lesquels vont faire du très haut de gamme, lesquels vont faire du moyen de gamme et lesquels vont faire de l'entrée de gamme. Et voilà, un magasin spécialisé va de toute façon, enfin, un indépendant va rarement importer en direct. Donc généralement, ça vaut le coup de passer par un importateur. Mais voilà, quoi. Avant d'aller dans le magasin, parce qu'en plus, ils n'ont pas tous des sites internet, vous n'aurez pas moyen de savoir quelles vont être sa gamme de prix, son assortiment, etc. Donc c'est un peu complexe, mais ça présente quand même de belles opportunités. C'est notamment le moyen de tester des produits parce qu'ils prennent des petits volumes au départ et qu'il y en a qui font vraiment des très belles choses. Merci. Pour évoquer un peu la restauration, on a une restauration qui aujourd'hui retrouve ses niveaux d'avant-crise, qui a été donc vraiment fortement impactée par le Covid, mais comme un peu partout dans le monde. Après, c'est aussi que là encore, on en revient à nos différences de marché. On a vraiment une polarisation de la gastronomie à Toronto. Donc, on va avoir de l'entrée de gamme avec beaucoup de pizzerias, des restaurants, enfin, un peu cliché, mais vraiment américain, basique, et en même temps du très haut de gamme, où aujourd'hui, voilà, vous allez voir des restaurants qui, au départ, qui visaient le moyen de gamme, mais en fait, qui ont été prisés par les jeunes, qui ont été prisés par vraiment une classe de trentenaires, quarantenaires assez aisée, et qui s'en sont retrouvés à monter en gamme presque contre leur gré parce qu'ils ont été extrêmement populaires et qu'aujourd'hui, une brasserie française, par exemple, à Toronto, va être un restaurant vraiment chic, alors qu'une brasserie française à Montréal va être beaucoup plus classique et vous en aurez de nombreuses. Et donc justement, ça distingue de Montréal, où finalement on a énormément d'établissements d'inspiration française. Ça va être des établissements milieu, haut de gamme. Mais là, par contre, ça va être vraiment l'occasion voilà, de faire des volumes. Parce qu'on a quand même des restaurants qui écoulent. Je parlais notamment avec Rouget qui fait du foie gras. Les volumes les volumes impressionnants qui vont écouler dans un seul restaurant à Montréal. Et c'est beaucoup plus, enfin, c'est des restaurants qui sont aussi beaucoup plus réceptifs à tous les produits français et qui sont finalement faciles à aborder ou qui sont des canaux intéressants pour présenter et introduire des nouveaux produits sur le marché québécois. Et là aussi, j'en viens à mon point qui est donc la restauration. Finalement, c'est une vitrine aujourd'hui pour faire découvrir de nouveaux produits, tant dans les vins et spiritueux que dans la charcuterie, que dans les fromages où on voit quand même un essor de tout ce qui est bar à vin avec la tendance des charcuteries and cheese board où voilà, vous allez présenter un assortiment de charcuterie, un assortiment de fromage avec un verre de vin. Et c'est quelque chose qui est quand même très tendance tant en Ontario qu'au Québec. En termes de secteur, parce que là aussi, il faut savoir que justement l'étude en fait donne un aperçu général du marché canadien, de la distribution, des acteurs de la distribution, mais aussi détaille. Donc il y a 7 filières qui ont été analysées pendant cette étude pour détailler un petit peu vraiment rapidement ce qui a été, enfin, pour évoquer pardon un peu rapidement ce qui a été vraiment détaillé dans l'étude.
que je vous invite à aller consulter si ça vous intéresse parce que, ce sera beaucoup plus, étoffé que ce que je vais présenter ici. Hem, Au niveau des fromages et des charcuteries, il faut savoir que voilà, c'est aujourd'hui ayant étudié quand même pas mal de pays, je pense que l'assortiment, français qu'on trouve au Québec en fromage et en charcuterie, c'est l'un des plus diversifiés que j'ai pu voir dans les marchés, que j'ai étudiés, tant en Europe que sur le grand export. On a une vraie reconnaissance des produits du terroir. Au Québec, on a une énorme appétence pour les produits français. On connaît très bien les régions françaises. Il faut savoir que les Québécois sont notamment de très, très grands amateurs de vin français, donc grâce au vin, connaissent très bien les régions françaises et finalement, ont absorbé cette notion de terroir, de tout ça et aujourd'hui, dès lors qu'ils voient une notion de terroir, dès qu'ils voient quelque chose sur un emballage, ça leur parle. Hem Gardez en tête qu'il faut quand même des produits qui sont relativement faciles à aborder. On a, bon, une frange des consommateurs qui sont assez éduqués. On a une grosse communauté française à Montréal. Maintenant, dès qu'on sort des grandes villes que sont Montréal, que sont Québec, voire Ottawa, parce qu'il y a quand même une grosse communauté francophone à Ottawa, ça devient plus compliqué. Donc quand même avoir des produits français, faciles à aborder. On nous parlait de voilà, de ne serait-ce que du fromage, de rendre ça un peu moins intimidant, on va dire, de faire un emballage plutôt simple et quelque chose qui encourage vraiment les gens à tester ces produits parce qu'on a des gens qui ne demandent que ça. Maintenant, il faut quand même pas aller trop, trop loin, et quand même développer donc voilà, développer des produits simples au départ, des petits formats parce que c'est plus facile d'acheter un petit format qu'un gros format ou des choses comme ça. Gardez en tête qu'on a des consommateurs curieux. Donc finalement, si ce que je disais, si vous parvenez à faire que le produit se démarque, parmi les 60 autres en grande distribution, bah, les consommateurs, ils sont ravis d'essayer, de déguster et voire d'acheter. Ou alors encore mieux en épicerie fine, parce qu'en épicerie fine enfin, en indépendant, pardon, parce qu'en indépendant, il y a un vrai rapport de confiance avec son vendeur de proximité. Donc si le vendeur est là pour recommander, les gens vont essayer vraiment, avec enthousiasme. Et miser sur les fêtes, tout ce qui est produits, saisonniers, en fait, c'est toujours, voilà, les fromages, les charcuteries, c'est toujours consommé massivement, à Noël ou en famille ou à Thanksgiving. Donc, ne pas hésiter à vraiment lancer des nouveaux produits à ces occasions, alors à décliner en certaines saveurs, par exemple, du fromage truffé ou lancer des gammes aromatisées, donc une gamme au bleu, une gamme aux noix ou une gamme aux herbes ou autre. C'est toujours apprécié et ça marche beaucoup mieux, aux fêtes où les gens sont lors des fêtes quand les gens sont prêts à se faire plaisir. L'épicerie, qui est à mon avis de loin l'un des secteurs les plus simples à aborder, ne serait-ce que parce qu'il y a pas ce problème de date de consommation que vous pouvez avoir, enfin de la limite de consommation que vous pouvez avoir, dans le fromage et la charcuterie. Les produits de spécialité, je pense que notamment pour, les produits français, c'est vraiment le secteur de prédilection avec le fromage. Vous allez à Montréal, vous avez, un assortiment, entier de ce que vous pouvez trouver en France dans les supermarchés, mais aussi, plein de produits vraiment régionaux, des petites productions régionales et c'est extrêmement apprécié et il y a des importateurs qui se spécialisent sur ces créneaux-là et enfin moi clairement quand j'ai été faire mon étude, que je parlais aux importateurs, bah, ils me disaient: «Aujourd'hui, on recherche des calissons, aujourd'hui on recherche des palais bretons», enfin des produits vraiment régionaux, que les gens connaissent, que les importateurs recherchent et ils les recherchent parce qu'ils ont des débouchés aujourd'hui et en termes de volume, on parle quand même de voilà, on est au-delà de la palette quoi. On peut monter si le produit marche bien à plus d'un conteneur par an, donc ça reste quand même significatif. Là aussi, on reprend ces éléments de storytelling, de marketing, tout ce qui est approche régionale, ça parle énormément au Québec, un peu moins en Ontario. Maintenant, il faut quand même garder en tête qu'il y a certains importateurs québécois qui ont aussi, une licence à échelle fédérale et qui aujourd'hui développent des activités en Ontario, grâce au online, qui permet finalement de beaucoup communiquer sur les produits et d'atteindre un peu plus de consommateurs, via tout ce qui est réseaux sociaux et cetera. Donc, on a des importateurs québécois qui clairement aujourd'hui nous disaient: «Voilà, on se développe en Ontario, c'est un petit marché mais c'est très dynamique», donc qui enregistre du plus, 10 en 1 an ou des choses comme ça, donc c'est pas négligeable. Clean label, j'en reviens à ce que je disais, on a une composition au niveau des produits européens qui est très, très bonne par rapport à la concurrence américaine. Donc surtout ne pas hésiter vraiment à mettre en avant la composition, dire, sans additifs ou alors, moins d'additifs et cetera et c'est quelque chose qui parle énormément aux consommateurs où vraiment ils sont prêts à mettre quelques dollars de plus pour avoir ça. Hem
produits sains et snacking. Bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que pour le coup, c'est un segment qui est vraiment acquis aux Américains parce qu'on a une offre américaine qui est très, très large. On a aussi des chaînes notamment, donc vous allez avoir des Whole Foods, vous allez avoir aussi au Québec Avril qui est une chaîne de produits sains, donc un peu similaire à Whole Foods. Pour comparer en France, ce serait l'équivalent d'un Bio C'est Bon ou de La Vie Claire, sauf que c'est des enseignes qui aujourd'hui référencent principalement des produits américains et c'est très dur d'y rentrer. Maintenant, il y a certains produits français qui y sont parvenus et voilà. Après, dans la mesure où on a quand même des produits qui sont, ce que je disais, relativement sains et clean par rapport à la concurrence américaine, normalement, on devrait pouvoir, à force de persévérance, pouvoir rentrer sur ces circuits. On a surtout des cartes à faire valoir par rapport à la concurrence américaine. Et rapidement aussi, donc du coup, tout ce qui est fruits et légumes, vins et spiritueux, ça, c'est des segments qui sont un peu particuliers par rapport à ce que j'ai introduit. Les fruits et légumes, on est présent, mais c'est des segments qui sont quand même plus compliqués parce qu'on a une offre locale qui est là, bon, qui est très saisonnière. Donc, il faut savoir qu'en fruits et légumes, entre les mois d'octobre et les mois de mars, la production canadienne est presque inexistante parce que le pays est paralysé par la neige et que finalement la production sous serre est assez onéreuse, donc moins rentable. Par contre, ce qu'on va beaucoup avoir, c'est une production américaine ou une production mexicaine qui monte en gamme. On se souvient des accords de libre-échange et aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a une production mexicaine qui vraiment aujourd'hui s'est spécialisée dans tout ce qui est non seulement produits exotiques, mais aussi produits tempérés, donc les légumes, les aubergines, les choux-fleurs, etc. Aujourd'hui, ça va venir beaucoup du Mexique. On a finalement une offre européenne et française qui arrive un peu en complément de gamme, mais c'est rien par rapport au volume importé d'Amérique du Nord. Donc on va être présent notamment la France sur quelques lignes de pommes et de kiwis. Quelques produits premium, on a quelques lignes vraiment premium qui sont importées par avion. Maintenant, c'est plus extrêmement, c'est plus trop pratiqué parce qu'on se rend compte que la production mexicaine monte en gamme et qu'on a du mal à faire valoir une telle différence de prix pour la production européenne. Et sinon, des légumes racines, là aussi, importation par bateau. Donc la France notamment participe pour tout ce qui est poireaux. Donc on trouve des poireaux français pendant l'hiver au Canada. Et ensuite, les vins et spiritueux, bon là, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est pas trop une production bretonne, mais il faut savoir que c'est un marché qui est vraiment significatif pour la France. Gardez en tête que le Québec est le premier acheteur français de vins et spiritueux, enfin, le premier acheteur mondial de vins et spiritueux français, je vais y arriver, et que le LCBO, donc le monopole ontarien, est le premier acheteur en vins et spiritueux au monde. Donc, c'est des marchés de monopole qui sont très complexes à aborder. Là aussi, je vous incite à aller voir l'étude pour voir comment ça marche. C'est difficile d'y entrer. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on y est entré, bah, c'est le jackpot. Il y a des volumes vraiment significatifs qui y passent. Et aujourd'hui, c'est des marchés où il y a des marges d'affaires. C'est des marchés où il y a vraiment une offre française, notamment au Québec, qui est extrêmement recherchée, extrêmement reconnue et qui maintient des parts de marché très fortes. C'est un marché aussi où finalement l'aspect environnemental joue énormément, donc là aussi on a des choses à faire valoir. Et pareil, donc si on veut contourner un peu le monopole et la rigidité du monopole, on peut passer par la restauration qui est quand même moins surveillée et qui est qui est un marché extrêmement intéressant pour faire découvrir de nouveaux produits et pour écouler quand même certains volumes. Au niveau des clés d'entrée, parce que du coup, pour exporter tout ça, c'est bien beau, mais malheureusement, le Canada n'est pas l'Europe, donc ça c'est pas en un claquement de doigts. On a des chemins d'accès au marché qui sont quand même bien définis aujourd'hui, qui vont varier, c'est ce qu'on disait, de province à province. Maintenant, la clé, et surtout au départ, pour commencer, ça reste quand même de passer par un importateur grossiste, sachant qu'il y a des importations en direct, notamment au Québec. Après, c'est quand même de moins en moins présent. On s'est rendu compte que le Covid, justement, avait vraiment accru les difficultés logistiques, qu'aujourd'hui, on pouvait compter un mois, voire plus, pour faire le transit d'Europe vers le Canada. Et que finalement, avec ces incertitudes logistiques, les distributeurs privilégient vraiment de passer par des importateurs. Et qui plus est, en fait, avec l'inflation et la hausse des prix, ça devient plus très rentable d'importer une ligne de produits pour un indépendant. Donc, ils préfèrent passer par des importateurs-distributeurs qui vraiment se spécialisent et importent énormément. Vous allez avoir, par exemple, je pense à Acema, qui est un importateur
qui est très présent au Québec, mais qui pour le coup opère à l'échelle fédérale, qui va avoir des centaines de références de produits de spécialité, qui va desservir beaucoup d'indépendants au Québec, mais aussi la grande distribution et même maintenant qui a en capacité voire de livrer aux États-Unis. Donc vous allez avoir, ça reste le circuit privilégié vraiment pour les entreprises de taille moyenne et voilà, et pour se faciliter l'exportation vers le Canada, le passage par un importateur est recommandé. Sachant que les importateurs ensuite, vous allez en avoir spécialisés par canaux, donc qui vont se spécialiser dans tout ce qui est indépendant, épicerie fine, magasins spécialisés. Vous en avez qui vont faire la grande distribution et d'autres la restauration et certains vont faire un peu des 3. Donc faut bien choisir avec qui vous opérez. Sachant que beaucoup de fois, en fait, les importateurs vont demander l'exclusivité, ce qu'on conseille d'accorder parce que comme on a vu, en fait, finalement, les points, les centres économiques au Canada sont finalement assez disparates et donc l'idée, c'est vraiment voilà, vous avez un importateur qui va être en capacité d'approvisionner tout le Québec, tous les indépendants, Montréal et sa région, et cetera. Et donc il va pas vouloir être en concurrence avec 2 importateurs qui vont avoir les mêmes produits que lui parce que sinon ça va lancer la concurrence des prix et ils vont assez vite arrêter de pousser votre produit. Après, vous pouvez négocier l'exclusivité par canal, donc restauration, un fait les indépendants, un fait la grande distribution, ou alors l'exclusivité provinciale. Donc voilà, vous travaillez avec tel importateur pour le Québec, vous travaillez avec tel importateur pour l'Ontario, et cetera. Certains vont vous dire qu'ils seront à l'échelle fédérale, mais finalement, on se rend compte que leurs activités sont vraiment centrées sur une province. Donc n'hésitez pas vraiment à vous limiter à une échelle provinciale pour l'exclusivité. Au niveau des boissons alcoolisées, vas-y, je t'en prie. Voilà, parfait. Au niveau des boissons alcoolisées, c'est un chemin qui est encore différent parce qu'on est sur des marchés monopoles. Là aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir l'étude. Il faut forcément passer par un agent de représentation qui va en fait soumettre votre produit aux appels d'offres du monopole et qui va vous permettre en fait d'afficher votre vin ou votre spiritueux dans les succursales. Sachant que maintenant il y a le marché du e-commerce qui se développe un peu, qui est beaucoup plus avancé au Québec qu'en Ontario. Et pareil, la restauration, il va falloir passer par un agent, mais ça va être d'autres agents, donc sachant que certains agents se spécialisent dans la restauration, d'autres dans la distribution de détail. Et ça va être une approche qui va être faite à l'échelle provinciale parce que finalement, chaque province a son mode de fonctionnement différent. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, de bien choisir sa province et bien choisir son marché avant d'aller au Canada. Très important de cibler tout ça et d'en savoir un peu plus sur la consommation parce que l'approche et les produits commercialisés ne vont pas du tout être les mêmes selon la province choisie. Comment se préparer? Là aussi, ça va être rapide. Ce qu'on nous dit souvent et ce qui est à retenir, à mon avis, ce qui est très important sur le Canada, c'est qu'on nous dit qu'on perçoit souvent les Québécois comme des Français qui habitent en Amérique du Nord. C'est pas vrai, les Québécois, c'est des Nord-Américains qui parlent français. Il faut bien savoir que en Ontario, comme au Québec, on va vous parler chiffres avant tout. On va avoir des gens qui sont extrêmement pragmatiques. Ils vont vous parler marge, ils vont vous parler structure de prix. Ils vont vous parler de ce que vous serez prêt à investir financièrement pour soutenir votre produit. Et ça va être très important de leur donner des chiffres concrets et d'être prêt à faire des efforts dès le départ financiers. Parce que finalement, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, qu'on se rend compte que les Italiens notamment font beaucoup d'efforts. Par exemple, il y avait un importateur qui nous disait que les Français lui proposaient à chaque fois des échantillons gratuits, mais que lui concrètement avait besoin d'argent pour développer ses produits français, parce que c'est comme ça que ça marchait au Canada, y compris au Québec, alors que les produits français sont un peu plus reconnus. Et il disait que, par exemple, les Italiens, voilà, ils travaillaient avec un producteur italien qui, chaque année, allait lui donner 10 de ce qu'il avait réalisé en chiffre d'affaires de l'année N-1, qu'il allait lui allouer ça dans l'année N pour le marketing. Et donc voilà, c'est très terre à terre, c'est très concret, mais clairement, vous allez voir un importateur aujourd'hui, il faut arriver avec d'autres arguments que mon produit c'est meilleur, mon produit est très bon, et cetera. Il faut vraiment parler chiffres avant tout. Packaging bilingue,
Très important aujourd'hui, c'est une loi, enfin, c'est légalement parlant au Canada, vous devez avoir un packaging bilingue. Vous avez de plus en plus d'importateurs qui vont refuser d'avoir un packaging non bilingue. Alors, ils vont lancer, notamment au Québec, au départ, un packaging français, ça va suffire. Maintenant, dès lors qu'on veut viser la grande distribution ou alors dès lors qu'on veut se lancer sur le Canada anglophone, donc ce qui est quand même 70% du pays, il ne faut pas l'oublier, il faudra passer par un packaging bilingue qui sera essentiel, ne serait-ce que pour se mettre en conformité justement avec ce qui sera demandé par la réglementation canadienne. Le personnel à l'export, on a beau être au Québec, on a l'impression qu'on est en France parce qu'on a une offre qui est quand même très similaire, surtout en France. Ça reste le grand export. Pour les produits frais, notamment pour tout ce qui est charcuterie, fromage, etc., c'est essentiel d'avoir du soutien parce que ça arrive souvent qu'il y ait des produits qui soient refusés à la douane ou autre. C'est essentiel d'avoir un point de contact, un point de relais qui est disponible pour répondre aux questions de vos interlocuteurs canadiens, sachant qu'on est vraiment sur un partenariat de durée. Et donc là aussi, on a pu regretter parfois certains importateurs d'avoir vraiment des gens qui s'y connaissaient pas forcément à l'export ou tout simplement au Canada anglophone, d'avoir des gens qui ne parlaient pas anglais. Ça arrive. Pitcher son offre en anglais pour le Canada anglophone, là aussi, le Canada officiellement est un pays bilingue, mais ne pas partir du principe que votre produit français se vendra au Canada anglophone. Comme on l'a dit, c'est des marchés qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont en développement et notamment aujourd'hui Toronto, c'est une scène, voilà, c'est une ville qui est en pleine effervescence, où finalement on voit que la cuisine ethnique, pas seulement européenne, mais voilà, vous allez avoir des restaurants éthiopiens, des restaurants enfin d'Europe centrale, des restaurants d'Asie centrale, etc., qui se développent de partout. Donc il y a vraiment cette volonté, cette curiosité d'aller vers de nouveaux produits. Après, il faut des produits simples et surtout, il faut s'adresser aux consommateurs, leur expliquer ce qu'ils mangent et pour ça, il faut leur parler anglais, leur proposer des produits avec un packaging anglophone. Réactivité, flexibilité, fiabilité, on n'en parlera jamais après, c'est vraiment les maîtres mots à l'export parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché américain qui se rapproche quand même de ce qu'on pourrait espérer comme pratique commerciale aux États-Unis. Label, certification, exigence technique, bon ça on va en parler un tout petit peu après, mais le fait est que aujourd'hui c'est extrêmement important, notamment pour tout ce qui est charcuterie et pour tout ce qui est fromage. On nous a, dès lors il y a de la place pour l'artisanal, mais ça devient très complexe et vraiment, vraiment être à l'écoute de l'importateur qui connaît très bien son marché, qui souvent aura tout intérêt à ce que votre produit marche parce que lui, ça lui rapporte de l'argent aussi. Donc, il connaît très bien son marché, être à l'écoute, faire ce qu'il vous demande parce que s'il vous demande ça, c'est pas pour rien. Et donc, il sera là pour répondre à vos questions, il sera là pour vous aiguiser, vous guider à travers le marché et la complexité du marché canadien. Mais voilà, vraiment respecter ce qu'il vous demande parce que s'il vous demande ça, c'est souvent si vous ne l'avez pas, c'est que votre produit ne pourra pas être vendu sur le marché. Et voilà. Merci Margot. Avant que l'on passe au point réglementaire par Annie, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Si toutefois vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard, vous pouvez évidemment revenir vers Annie ou vers Eric voulant, votre chargé d'affaires, pour poser toutes vos questions. C'est très facile aussi d'organiser une visio, éventuellement aussi avec Margot par la suite. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, on est à votre entière disposition. Annie, merci. je te laisse la parole pour ce point réglementaire. Merci encore Margot pour Merci cette beaucoup, Margot. restitution d'études. Merci beaucoup, Margot. Et donc, avec Eric, qui est aussi avec moi, on va continuer. Je rappelle, donc, comme ça l'a été dit au tout départ, cette étude menée par Business France pour le compte du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est à votre disposition. Je ne sais pas si les personnes présentes aujourd'hui avec nous en ont déjà pris connaissance, mais pour les personnes qui peut-être verront ensuite en replay ce webinaire et qui seraient peut-être des primo-exportateurs, il y a effectivement énormément d'informations qui vous seront utiles. C'est quand même 143 pages. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est me focaliser sur les points de vigilance quand on parle de technique et de réglementaire.
Juste pour que vous sachiez, dans cette étude, les produits cités, on peut passer, si tu veux, sur l'autre slide. Voilà. Donc, vous trouverez, ici, c'est le sommaire de l'étude présentée et analysée par Margot. Et la partie concernant la partie réglementaire, en dernière position, là, que vous voyez en annexe, juste pour votre information, il y a des focus dans cette partie sur les produits laitiers, les fromages, la charcuterie, les produits gourmets et épicerie, les fruits et légumes, les vins et spiritueux. C'est vraiment le focus sur ces produits-là. Et maintenant qu'on sait ce qu'il y a, on va dire de manière très étoffée et très illustrée, et des exemples concrets, et ce qui est très intéressant aussi, des images en marketing, des images produits, on va se focaliser maintenant on passe, si tu veux bien, sur l'autre slide, sur les fondamentaux. Margot a dit une chose très importante, on est en grand export. Les personnes qui sont là aujourd'hui avec nous sont des personnes averties à l'export. Mais si on aborde le Canada alors qu'on a l'habitude de vendre sur l'Union européenne ou sur des marchés de proximité, on sort totalement du champ habituel. On est en grand export. Ça veut dire qu'effectivement, il convient d'avoir des personnes qui connaissent et qui maîtrisent ce qu'on appelle en langage de commerce international l'administratif des ventes export, l'ADV. Pour ce faire, avant d'aborder des points plus précis, rappelez-vous que Bretagne Commerce International vous propose sur son site internet BCI Info des fiches réglementaires sur divers sujets et des fiches aussi techniques et réglementaires par pays. Donc, on a pris, et on ne va pas les ouvrir à l'instant parce que ça nous prendrait trop de temps, mais rappelez-vous qu'en cliquant sur BCI Info et fiches pays et contexte réglementaire, vous ouvrez au moins une fiche qui reprend par pays les principaux documents nécessaires pour exporter vers. Ça permet déjà d'avoir au moins en amont une idée de l'administratif et des documents requis pour éviter déjà un blocage en douane, ne serait-ce que par manque de documents. Le sujet douane et export relève bien sûr de la douane. La douane a également édité une fiche juste un peu avant, s'il te plaît, je termine sur voilà, a également publié une fiche qui s'appelle « Les 10 questions à se poser avant d'exporter au Canada ». Je vous invite à la consulter. Et quand on aborde ce marché du Canada, l'avantage, c'est que les autorités canadiennes ont le mérite d'être extrêmement claires et bien documentées sur ce sujet de l'agroalimentaire. L'incontournable en termes d'accès aux informations, c'est l'ACIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, que vous retrouverez d'ailleurs dans l'étude de Business France. Et concernant, parce que le sujet de l'étiquetage est évidemment éminemment important, vous trouvez également ce qu'on appelle l'outil d'étiquetage pour l'industrie que vous retrouverez dans ce lien. Et puis bien entendu, en amont, avant d'aller plus loin, surtout, vous n'hésitez pas à contacter votre conseiller BCI territorial qui, comme moi, en aspect technique et réglementaire, est disponible. Donc, c'est anticipé. On continue maintenant sur ce qui a été évoqué et qui est effectivement très important. Les flux export vers le Canada sont depuis donc 2016, ont été, on va dire, encadrés par l'accord économique et commercial global, l'AECG, et en anglais, le CETA. Ça a le mérite d'avoir posé les principes selon lesquels les droits de douane perçus à l'import au Canada et vice-versa en Union européenne, mais aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est l'export vers le Canada. Ces droits de douane étaient donc dédiés à diminuer progressivement. On en est arrivé là maintenant au dernier stade et pratiquement 92% des droits de douane sur les produits agricoles et agroalimentaires ont été progressivement supprimés, ce qui effectivement est extrêmement intéressant. Sur ce point, de comment on peut faire valoir l'origine justement préférentielle qui va faire que le douanier canadien imputera des droits de douane nuls ou minorés, mais pour la plupart aujourd'hui, heureusement, c'est nul. Il convient de pouvoir le noter sur la facture ou sur un document commercial, souvent c'est sur une facture. Il convient de noter une déclaration d'origine sur facture que vous retrouverez dans notre documentation Canada dont je parlais tout à l'heure.
Et au-delà, donc c'est une phrase qui a été actée dans cet accord, et au-delà d'un montant facture de 6 000 €, un statut particulier en douane est requis qui s'appelle le statut d'exportateur enregistré, le statut EE. On dit aussi avoir un numéro REX. Et ceci, vous le faites sur le site de la douane, Soprano Rex. Je fais un point de vigilance sur ce point-là parce que, comme l'indiquait Karen, ce n'est pas un changement, il n'y a pas eu de changement, c'est juste, ça peut arriver, une simple coquille dans l'étude de Business France qui va être rectifiée. Il a été évoqué un autre statut, mais c'est bien, et je vous le confirme, il n'y a pas eu de changement, c'est bien le statut d'exportateur enregistré, et donc avoir un numéro REX, comme on l'a vu dans les derniers accords signés par le Royaume-Uni, par exemple. C'est la même chose. Si les entreprises aujourd'hui avec nous ou les entreprises qui vont revisionner ce replay par la suite se posent la question de comment on obtient ce statut d'exportateur enregistré, vous avez bien sûr des informations sur le site de la douane. Et dans le cadre du partenariat de BCI avec la Direction régionale des douanes de Bretagne, nous avons organisé un webinaire très pratico-pratique sur ce process, cette procédure, pour faire la demande d'un statut d'exportateur enregistré. Comment on complète la demande? Donc, allez-y, on vous laissera ce lien, c'est vraiment utile. On passe maintenant sur les aspects plus réglementaires, sanitaires. On a compris, et c'est formidable, nos produits donc, de qualité sont sans doute très attendus par nos amis canadiens et nos amis québécois. Il y a un certain nombre de produits pour lesquels l'aspect réglementaire est assez simple, mais il faut quand même reconnaître qu'un certain nombre de produits, on a cité l'intérêt pour les produits de charcuterie, les fromages, relèvent de contraintes réglementaires assez élevées. Le premier réflexe, c'est de prendre contact, bien sûr, avec les DDPP dont vous dépendez ou de nous consulter en amont, parce qu'un certain nombre de produits et donc d'exportateurs vont devoir être sur une liste d'entreprises agréées pour exporter pour le produit concerné. Donc déjà, la première condition, comme le Canada a reconnu le dispositif sanitaire de l'Union européenne et du coup français, vous êtes établissement agréé CE, et ensuite, on a pour un certain nombre de produits à faire une démarche via un site que l'on va voir tout à l'heure pour pouvoir être enregistré sur cette liste. Et le deuxième conseil qui est dit également et que Margot a soulevé, évidemment, on contacte et on échange avec son importateur pour vérifier que lui également est bien au fait des conditions d'importation. Encore une fois, le Canada a ce mérite d'avoir à mon avis, des sources extrêmement claires, et par le biais des différentes deux sites qu'on vous a montré tout à l'heure, déjà vous avez un certain nombre d'informations avant d'être au stade, et je force le trait, avant d'être au stade du camion dans la cour qui va partir et avant qu'on ait pu vérifier tout ceci. Certains produits, c'est important de le savoir, sont soumis à des permis d'importation, mais aussi à ce qu'on appelle des quotas, donc des quotas, des contingents. C'est-à-dire qu'au-delà d'un seuil, on ne pourra pas importer plus de tant de tonnes selon le produit. Et toutes ces informations, vous les trouvez sur le site de Canada. On peut passer donc à l'autre slide. Pour en amont, quand vous êtes en recherche d'informations, donc soit bien sûr vous interrogez BCI, mais beaucoup d'entre vous ont dans vos entreprises des personnes dédiées à l'export et souvent même des personnes en aspect qualité réglementaire qui connaissent ce site, donc Expadon 2, sur lequel vous pourrez, en mettant marchandises, pays produits marchandises, le couple pays-produit, pardon, dans la rubrique référentielle pour voir effectivement la catégorie de produits possiblement exportables et les listes d'entreprises agréées. Donc ça, c'est Expadon 2. Et on passe à la suite. On disait tout à l'heure que c'est extrêmement important de consulter les sites donc également canadiens, en plus des sites français. Donc vous irez sur ces sites qui sont aussi
cités dans l'étude de Business France et qui sont effectivement excellents. L'Agence canadienne d'inspection des aliments et ce qu'on appelle le SARI, c'est un système automatisé de référence à l'importation. Il a une précision en fonction du code douanier. Comme je disais tout à l'heure, pour exporter vers le Canada, pays tiers, il faut avoir intégré toutes ces notions de douane. En produit, on a l'identité du HS code ou en anglais commodity code. Tous ces termes, ce sont des termes qu'on vous explique dans les fondamentaux quand vous n'avez jamais exporté. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, en amont. Mais en tous les cas, ce sera les termes qui vous seront nécessaires pour voir dans ces bases de données canadiennes si votre produit est soumis à licence d'importation ou divers autres permis d'import, certificats, etc. Je vous ai mis un exemple que vous pourrez ouvrir parce que je sais qu'on a avec nous des entreprises, des secteurs produits carnés. C'est là, sur le site de l'ASIA, on voit la liste des établissements étrangers agréés pour l'exportation de produits carnés. On entre sur ce site, vous sélectionnez France, on fait cliquer sur soumettre et vous avez toute la liste des entreprises et des établissements du coup agréés. J'insiste sur le mot établissement parce qu'effectivement, dans certaines entreprises, on peut avoir plusieurs entités et il faut bien entendu que le site qui produit et qui va donc dont le produit va être exporté, il faut que cet établissement agréé CE figure bien dans cette liste. Donc, c'est un outil utile à connaître. Donc, on passe sur la suite. Là, c'est plus pour les entreprises et pour les personnes dédiées donc, à l'administratif des ventes export, mais on peut être un peu perdu quand on vous dit le certificat sanitaire, vous le trouvez parfois sur une base, parfois sur une autre. Bon, il se trouve que certains certificats ont effectivement été négociés avec la France, on le trouve sur le site Expadon, et parfois, quand le pays a négocié les mêmes conditions sanitaires avec tous les pays de l'Union européenne, pour plus de facilité, il n'y a qu'un seul certificat qui sera commun aux 27 pays de l'Union européenne. Ils sont traduits dans tous les pays de l'Union européenne avec le même format et c'est le site TraceNT. C'est un site qui sera de plus en plus utilisé d'ailleurs dans les nouveaux accords. Donc là, vous avez un schéma et ici, vous avez effectivement un peu plus fouillé ce que vous trouvez et comment vous trouvez les certificats sanitaires négociés par la Commission européenne. Et en l'occurrence, pour le Canada, vous les retrouvez également. Voilà, donc c'était très court. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, pour bon nombre de produits, il y a effectivement des permis d'importation, il y a des spécificités d'étiquetage, il y a personne aujourd'hui avec nous dans le secteur des produits laitiers, mais il y a des spécificités d'étiquetage applicables au fromage. Margot a évoqué l'intérêt des Canadiens pour le fromage et c'est un produit effectivement à développer. Donc, n'hésitez pas là à utiliser les sites canadiens que je vous ai signalés ainsi que l'outil d'étiquetage pour l'industrie. Et Margot a également signalé l'intérêt des Canadiens pour nos produits carnés et la charcuterie. Et là, c'est pareil, le système sanitaire européen pour les denrées animales est reconnu comme équivalent par les autorités canadiennes, mais il n'empêche qu'il faut des permis d'importation. Ces produits carnés sont souvent couverts par un permis d'importation, ce qui signifie de l'anticipation. Merci beaucoup, Annie. C'était très clair, pragmatique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on se quitte sur cette partie, notamment réglementaire? Encore une fois, vous avez les... Oui. Oui, Adrienne, je travaille en fait pour Dossi. Nous, on exporte actuellement donc des légumes en conserve au Canada. Et en fait, là, en ce moment, on se retrouve face à une problématique, c'est qu'on aimerait bien en fait lancer une gamme de légumes cuisinés en bocaux. Et en fait, avant de pouvoir lancer voilà, complètement la gamme et de se lancer dans des étiquettes, on voudrait savoir justement s'il y a une réglementation qui nous oblige à avoir un facing qui soit français et anglais. Parce qu'en fait, sinon, nous, on peut apposer en fait, des stickers au dos des produits, pour, par exemple, sur les valeurs nutritionnelles, etc. Donc voilà, je voulais savoir un peu ce qu'il en était au niveau de la réglementation sur ce point-là. Est-ce que Margot veut répondre quant à l'aspect bilingue?
Alors, l'aspect réglementation, attends, je mets la caméra, ce sera plus facile. L'aspect réglementation sur le sujet, je n'ai pas D'accord. connaissance des évolutions, parce que je sais quand on me l'a évoqué en 2022, on m'avait dit qu'il y avait une loi qui allait passer pour justement contraindre ces emballages bilingues et empêcher d'apposer ces stickers, mais j'avoue que je n'ai pas suivi. Voilà, alors donc moi c'est pareil, vous imaginez bien que toute entreprise qui a des demandes comme ça techniques et réglementaires, on peut répondre comme ça en webinaire de manière généraliste. Ça vaut effectivement bien sûr une vérification. Dans l'étude que vous allez pouvoir ouvrir, le sujet de l'étiquetage est largement développé par Business France, ainsi que les normes produits, notamment justement les fruits et légumes en conserve. Et je pense qu'en cliquant sur les liens qui sont proposés, vous aurez la réponse. Néanmoins, il y a également l'étiquetage sur l'étiquetage de l'industrie qui doit pouvoir y répondre, mais on peut bien entendu approfondir selon le territoire où vous vous trouvez en vous rapprochant de mon équivalent, donc soit dans le 35 Sylvie Le Gouerne, dans le 22 Annie Lemasson ou dans le 56 Pascal. Pour l'instant, je pense qu'on pourra donner réponse, mais effectivement, Margot, on pourra peut-être vérifier quand même l'évolution en termes d'obligation du bilingue. Moi aussi, je pense que c'est ça, mais il faudrait quand même qu'on soit certain. Et il est possible que ce soit déjà d'ailleurs notifié dans l'étude très complète qu'a fait, parce que cette étude est sortie en mars 2023, et il me semble que c'était déjà précédemment à ça. D'accord. Très bien. Donc oui, Merci. bien sûr, on vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup. On viendra vers vous, Adrienne. Eric vous recontactera pour vous proposer un échange avec des collègues en CCI pour toute la partie technique. Parfait, Est-ce qu'il y a très bien. d'autres questions? Bon, de toute façon, je vous ai mis les coordonnées utiles ici dans la présentation, et puis vous les retrouvez sur le site internet de BCI. Donc Eric, chargé d'affaires pour toutes les questions réglementaires. Donc dans chaque département, vous l'aurez compris, vous pouvez faire appel à un expert de l'équipe BCI pour répondre à vos questions. Donc Annie qui est avec nous cet après-midi, c'est pour Finistère Nord, CCI de Morlaix. Mais dans chaque département, vous avez un membre de l'équipe qui saura répondre à vos questions particulières. Voilà. Et on vous invite à regarder également tous les webinaires que l'on a pu faire sur l'aspect technique et réglementaire lié à l'export vers un pays tiers. Tout à fait, disponible sur BCI Info, encore une fois. Les coordonnées de Margot si jamais vous avez besoin. Mais voilà, l'équipe de BCI est à votre entière disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, en espérant que toutes les informations qui vous ont été communiquées cet après-midi vous auront été très, très utiles. Merci Margot, merci Annie. Je vous souhaite une belle fin de journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour de prochains jeudis de l'agro. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Merci Au à revoir à tous. tous. Au revoir.